États-Unis. Oui, New York où nous attend Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. On va commencer avec la tendance, parce qu'à Wall Street aussi la semaine dernière a été très difficile sur les marchés à actions. Vers quoi s'oriente-t-on quand on voit que les places européennes progressent en ce moment? Je dirais qu'on a une petite réaction technique. Pour le moment, on s'oriente vers un rebond en ouverture de 0,5, 0,6%. C'est pas un très gros rebond. Il ne faut pas oublier qu'on avait baissé sur la plupart des indices de plus de 6% la semaine dernière. Donc, je dirais c'est un test très important de savoir si ce rebond peut tenir jusqu'à la clôture de lundi. Vous voyez à quel point on est long terme. C'est malheureusement ça en ce moment. C'est au jour le jour. Et disons le premier test de la semaine, ça sera ça. Est-ce qu'on peut terminer dans le vert aujourd'hui? En tout cas, la première info de la semaine, info entreprise, c'est le rachat de Baxalta, l'américain, par le britannique Shire. Enfin, pourrait-on dire? Enfin, parce qu'ils avaient déjà essayé de se rapprocher au mois d'août. Shire avait fait une offre à Baxalta qui avait été refusée. Alors, ils payent un peu plus, mais surtout, ils augmentent la proportion de cash, plus de $17 de cash. Alors pourquoi cette opération? Une fois de plus, il y a des raisons fiscales, puisque maintenant pour Baxalta, ça veut dire que leur taux d'imposition va passer de 23% à 17% en étant domicilié en Irlande comme Shire. Et puis aussi, ça fait une compagnie médicale qui va être un leader dans tout ce qu'on appelle les maladies orphelines, ces maladies très très rares, qui ont des traitements qui sont extrêmement chers, puisqu'il y a un produit par exemple de Baxalta qui se vend jusqu'à $500 000 de traitement par année. Donc ces deux compagnies, une fois ensemble, vont avoir jusqu'à 20 milliards de chiffre d'affaires prévus pour 2020. Un mot rapide des résultats qui vont commencer avec Alcoa, c'est la tradition. Oui, et en général, quand ça commence avec Alcoa, ça commence jamais très bien, parce que Alcoa est peut-être une des compagnies non seulement les plus cycliques au monde, mais surtout une des plus exposées à la Chine. Pourquoi? Non pas parce qu'ils aient tellement de business en Chine, mais parce qu'il y a une très grosse surproduction actuellement d'aluminium en Chine. Ça pousse Alcoa l'année prochaine, ou en fait même cette année, à faire un split de ses activités. On attend 2 cents de profit, mais vous savez, les marges sont tellement faibles qu'on pourrait même avoir peut-être une perte, ce qui serait une mauvaise surprise. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour le premier quart d'heure de cotation. Et on New York. Et avant de retrouver Grégory Volokin pour un nouveau point sur Wall Street, un quart d'heure et même un petit peu plus d'un quart d'heure après l'ouverture à New York, puisque ça va faire maintenant 20 minutes que les marchés américains ont commencé à coter. Eh bien, que se passe-t-il justement côté américain? Une hausse, très légère hausse, plus 0,25% à la fois pour le Dow Jones et pour le Nasdaq. Grégory Volokin, vous êtes bien en direct avec nous. Rebonjour. Président de Mescart Financial Services, ce que l'on suivra de très près, eh bien, ce sont les résultats côté américain. Ils commencent dès ce soir. Oui, je dirais autant qu'il y ait quelque chose à se mettre sous la dent et que ça soit quelque chose de concret, les résultats des compagnies. Alors aujourd'hui, après la clôture, c'est Alcoa, c'est peut-être pas un indicateur vraiment de l'économie américaine, puisque c'est vraiment une valeur cyclique qui est très très orientée vers toutes les économies émergentes, dont la Chine. Mais alors plus tard dans la semaine, des indicateurs alors beaucoup plus importants, des valeurs bancaires telles que JP Morgan, Intel, qui donnera peut-être le là au niveau de la saison pour les résultats des valeurs technologiques. Quand je vois la hausse timide du marché aujourd'hui, je me dis que on a vraiment besoin de bons résultats des entreprises, mais surtout on a besoin de signes de confiance de la part des dirigeants d'entreprises. Vous savez, chaque résultat est commenté, il y a une guidance très souvent qui est donnée pour le prochain trimestre. Je dirais que ce qu'on peut savoir pour le moment, c'est que les compagnies sont relativement confiantes. Si vous regardez le niveau de l'emploi aux États-Unis, il continue à progresser, mais ça risque quand même d'être une saison avec des gros gagnants et des gros perdants, et c'est ça qui fera peut-être la différence sur la direction des indices. Alors au-delà de ces résultats attendus, que pensez-vous vous-même de cette note de Morgan Stanley qui voit le pétrole aller jusqu'à $20 le baril à mesure que le dollar va s'apprécier?
Je vous dirais, c'est comme tout ce genre de notes, elles arrivent toujours un peu tard. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé que Morgan Stanley nous dise que le pétrole sera à $20 quand il était à $80. Mais à ce moment-là, autant Morgan Stanley qu'un autre, par exemple comme Goldman Sachs, voyait le pétrole à $200. Donc évidemment, ils suivent le mouvement. Maintenant, pour être plus sérieux, c'est clair que il y a un risque encore à la baisse. Alors je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais pour le moment, on voit quand même pas vraiment de rebond. Je regardais aujourd'hui, on est déjà en baisse de 2% sur le WTI aux États-Unis. Il y a un seuil technique à 32 qui était le niveau le plus bas qui avait été atteint, 32 et des poussières. Et c'est vrai que si on passe dessous, techniquement, on va continuer à descendre. D'autant que dans le secteur des matières premières, on commence à avoir des faillites là. Oui, alors là, c'est pas vraiment du pétrole, mais c'est encore pire que le pétrole, puisque c'est le charbon. Arch Coal, c'était une compagnie qui était un des gros producteurs de charbon aux États-Unis. Alors c'est pas du tout une surprise. Ils ont plus de 4 milliards de dettes pour une capitalisation boursière de 300 millions de dollars, donc c'est absolument pas tenable. Mais c'est clair que ça, c'est tout un pan de l'énergie aux États-Unis en grosse difficulté, les producteurs de charbon, qui a besoin de charbon quand le gaz naturel est au plus bas et quand le prix évidemment du pétrole est au plus bas. Donc très grosse difficulté dans ce secteur, c'est évident. Allez Grégory, on change complètement de secteur avec la high-tech et Apple qui annonce plus de 10 millions d'abonnés à son service Apple Music, lancé il n'y a pas si longtemps, hein, c'était le 30 juin. Alors par rapport à la concurrence, comment est-ce qu'il se situe Apple ? Oui, c'est ça qui est intéressant. Alors, Apple, 10 millions d'abonnés. Au mois de juin, son concurrent direct le plus important, qui est Spotify, avait 20 millions d'abonnés. Sauf que aux États-Unis, sauf que Spotify avait mis 6 ans pour arriver à ce niveau-là. Donc on peut dire Apple a réussi en 6 mois ce que Spotify a mis 6 ans pour faire. Maintenant, la grande question avec Apple, c'est pas seulement de savoir s'ils vont croître cette base d'abonnés, parce que ça c'est clair qu'ils vont le faire, mais c'est de savoir si ça va pas un peu phagocyter leur autre activité de iTunes, qui est de vendre de la musique, vous savez, en achetant une chanson ou un disque à 99 cents. Est-ce que les gens vont pas préférer s'abonner pour une somme de $9 environ par mois, plutôt que d'acheter sur leur magasin? Donc la grande question, elle va être là. L'achat à l'unité, c'est en déclin. Absolument. Donc oui. la grande question, elle va être là. Est-ce que ça va faire plus que compenser le ralentissement des ventes sur iTunes? Parallèlement, alors on a beaucoup parlé du CES de Las Vegas. Maintenant, c'est le salon automobile de Détroit qui ouvre ses portes. Voilà, et si vous voyez un rebond dans l'automobile en Europe, c'est peut-être une des raisons. C'est vrai, on va beaucoup parler de voitures aux États-Unis, mais je pense que le grand sujet des voitures surtout, il est un peu différent que ce dont on parle. C'est le sujet Uber et Lyft. Est-ce que le covoiturage ou ce genre de compagnies vont tôt ou tard commencer à diminuer la demande de voitures. L'autre sujet, c'est les voitures indépendantes qui se conduisent toutes seules. Alors ça a l'air d'être de la science-fiction, mais ça fait quand même trembler les constructeurs de voitures, parce qu'il y a certains chiffres qui s'articulent. On a pu avoir besoin d'apprendre à conduire surtout. Ça, c'est un bon point, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas conduire, mais qui sont au volant de toute façon. Donc, mais la question importante, en fait, c'est que les prévisions qui ont été faites, c'est qu'on construit actuellement 18 millions de voitures aux États-Unis par année, et que s'il y avait ces voitures automobiles indépendantes, la demande pour les voitures baisserait peut-être d'ici l'an 2020 de 3 millions. Donc, ça serait vraiment un gros souci pour les constructeurs automobiles. Et quand vous imaginez qu'aux États-Unis tout va bien dans le secteur, il n'a jamais été aussi profitable, on n'a jamais vendu autant de voitures et le prix de l'essence n'a jamais été aussi bas. Et si vous regardez les performances en bourse de Ford et de General Motors, ça nous dit quelque chose. C'est des performances absolument exécrables depuis une année, alors que leur business n'a jamais été aussi bon. Donc l'avenir n'est peut-être pas aussi souriant à cause d'une grosse transformation dans l'utilisation des voitures dans le monde. Alors on termine avec du cinéma, Grégory, et le meilleur lancement d'un film en Chine pour Star Wars en un week-end. Quels sont les chiffres exacts?
J'ai vu plusieurs chiffres. Le dernier que j'ai vu, c'était 55 millions de dollars. Donc, on arrive, je crois, globalement déjà actuellement pour Star Wars à 1,7 milliard en l'espace de 3 semaines. C'est assez fantastique. Il faut savoir que Avatar, qui est le plus grand succès de tous les temps, avait engrangé, mais alors sur la durée, 2,7 milliards de dollars. Donc, Star Wars va se rapprocher très très rapidement de ce record de tous les temps. Est-ce que ça profite enfin au titre Disney? Parce qu'on disait au début que le titre Disney ne profitait pas vraiment du démarrage en trombe de cet épisode 7 de Star Wars. Je dirais que Disney, le titre, il a été pris un peu en étau à cause de son activité de câble, donc ESPN, qui sont les retransmissions sportives. On sait que les gens font de plus en plus ce qu'on appelle du cord cutting, donc ils ne s'abonnent plus aussi volontiers à ce genre de channel. Et malheureusement, ça pèse beaucoup sur le titre Disney, et tout ce qui aurait pu être gagné grâce à un Star Wars a été perdu à cause de leur chaîne de câble. On va dire heureusement qu'il y a le succès de Star Wars. Merci beaucoup Grégory d'avoir été en direct avec nous à 2 reprises. Aujourd'hui, comme tous les lundis, président de Mescart Financial Services à New York. BFM Business, il est 15h et tout juste 57 minutes.